Mais quand on parle de connaissance, on parle toujours de l'extérieur. Et le bouddhisme explique à l'envers. Il dit il faut connaître l'intérieur. Le soleil est à l'intérieur, les nuages sont à l'intérieur, le ciel est à l'intérieur. Quand vous respirez à l'intérieur. La conscience, elle est un élément où aucun autre élément ne peut l'attraper. Même le mental ne peut pas attraper la conscience. Le soleil brillera tout le temps, même s'il y a la guerre, même s'il y a le tonnerre, même s'il y a des tornades, le soleil sera toujours présent. C'est-à-dire la conscience, la sagesse sera toujours là. Donc je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre. Alors, d'après ce que j'ai vu, il y a des nouvelles personnes. Est-ce vrai? Oui. Est-ce que ces personnes ont déjà médité ou n'ont jamais médité? Un peu, quasiment pas. Ok, donc on va... je vais vous redonner en fait les points de méditation, les points de la posture, dans comment orienter en fait cet outil, bien savoir qu'il faut pas chercher à méditer, ni chercher à acquérir tel ou tel état. C'est pas l'objectif de la méditation de chercher à être bien, de chercher à être calme. Voilà, c'est pas l'objectif de la méditation. La méditation est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'objectif. Il y a juste à prendre en considération donc notre conscience et ouvrir notre conscience sur ce qui se passe. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, que ce soit des sons, des couleurs, des mouvements, des odeurs, des goûts, tous ces éléments-là, eh bien, vont arriver ici, à nous. Si ces éléments toquent à votre porte, c'est que la conscience n'est pas ouverte. Il faut qu'il n'y ait pas de porte. Donc ces phénomènes vont arriver, comme il n'y a pas de porte, vont vraiment rencontrer cette ouverture qui est la conscience, et la conscience est juste là à garder l'ouverture sans faire intervenir le mental sur ces phénomènes-là. Et donc, si vous avez un son, là c'est juste un phénomène, ça rentre et ça s'en va. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. C'est très simple, dans un sens. Il n'y a pas de travail de méditation, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à faire la méditation, il y a juste garder un état. L'état, le verbe être, l'état, c'est l'état d'ouverture. Il n'y a pas ce sens d'obtenir quelque chose, d'avoir quelque chose, il y a juste ce sens d'état. Donc ça, c'est au niveau de la conscience, donc tout ce qui se manifeste même intérieurement, c'est-à-dire vos émotions, vos sensations agréables, désagréables, vos pensées, vos réflexions, vos idées, donc tous ces éléments-là vont se manifester naturellement. Ne fabriquez pas ces éléments, ni n'alimentez pas ces éléments. Laissez ces éléments. Une pensée arrive, très bien. Une autre pensée, très bien. Et donc, il n'y a rien à faire. Donc là, on va garder cette conscience ouverte dans la posture de la colonne vertébrale droite, avec le cou et la tête dans le même prolongement que la colonne vertébrale. Vous ouvrez au niveau de vos épaules, vous ouvrez un petit peu. Ne forcez rien, ni la posture,
ni vos tensions, ni vos articulations. Donc vous laissez vraiment les choses se faire naturellement. La respiration est aussi naturelle. Dans un premier temps, vous pouvez expérimenter les yeux fermés. Donc vous prenez conscience que vous êtes en train de fermer un de vos sens. Essayez de maintenir la respiration aussi naturelle que possible. Si vous avez trop d'agitation, vous pouvez revenir sur votre respiration. Inspiration, expiration. Donc on va rester dans cette posture un instant, voir comment on expérimente la méditation. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va? Pas trop long? Surtout pour les nouveaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette séance? Alors peut-être que... Qu'est-ce qui a l'habitude de méditer les yeux fermés? Les yeux vraiment fermés. C'est-à-dire que quand vous méditez chez vous, voilà, vous méditez les yeux fermés. Qu'est-ce qui a l'habitude de méditer les yeux ouverts? Ok. Alors, est-ce que ça vous a perturbé en fermant les yeux? Ou est-ce que vous vous dites « Ah, je vais pouvoir m'endormir » ? Est-ce que je pourrais méditer que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts? Et c'est toujours le même état de méditation. C'est-à-dire la même ouverture. Et souvent quand on ferme les yeux, c'est pour éviter quelque chose ou fuir quelque chose qui pourrait nous perturber visuellement. Donc on ferme les yeux. Souvent quand on a peur, on ferme les yeux. Alors, la méditation n'est pas un état de fuite. Alors je vous ai juste demandé de fermer les yeux, voilà, pour les personnes qui méditent les yeux ouverts, juste voir quelles sensations vous avez à ce moment-là. Donc, il y en a qui utilisent aussi les yeux fermés pour dire, comme ça je pourrais rentrer plus à l'intérieur. Je peux voir les choses plus clairement intérieurement. Alors ça veut dire que si on a les yeux ouverts, on ne peut pas le faire. Ça veut dire que si on avait les yeux ouverts, on serait beaucoup plus amené à se laisser emporter par l'extérieur. Donc, on peut à ce moment-là méditer les yeux ouverts et rester là à voir qu'on est parti là-bas. Et c'est une expérience à faire. Si vous dites « je me sens plus confortable avec
les yeux fermés dans ma méditation. Or, quand nous méditons, on ne cherche pas le confort. Sinon, ce serait plus de la méditation quand il y a un confort qui s'est installé dans notre pratique. Et au contraire, méditer, c'est voir le confort et l'inconfort. C'est là où nous pourrons comprendre comment on s'est mis dans l'inconfort, quelles sensations on a quand nous sommes inconfortablement posés ici. C'est comme ça qu'on peut éclaircir sous différents angles notre posture de méditation. Et donc maintenant, on va faire l'expérience. Donc tout à l'heure, désolé pour les personnes qui méditent les yeux ouverts. Maintenant, on va faire l'inverse. On va méditer les yeux ouverts, donc les personnes qui méditent les yeux fermés. Donc vous allez faire l'expérience à ce moment-là, avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est inconfortable, qui vous perturbe, un mouvement par exemple. Quelqu'un qui est là, qui est juste devant vous, qui est en mouvement devant vous. Est-ce que, même les yeux ouverts, vous restez dans cette ouverture de prise de conscience de ce qui se passe, uniquement de ce qui se passe. D'accord, donc on reprend la posture et on va garder les yeux mi-clos. Or, mi-clos, c'est aussi un état des yeux qui est parfois très compliqué à mettre en place. Donc on va essayer de regarder environ à 45 degrés au niveau du sol, les yeux mi-clos, et reprendre la posture de la conscience pour accueillir, accepter et laisser les choses partir. Alors, est-ce que ça vous a perturbé d'ouvrir les yeux ? En fait, il y a quand même un bénéfice lorsqu'on ouvre nos consciences. Tous nos sens sont ouverts et les 5 consciences de sens, plus le mental s'ouvrent. Il y a un bénéfice à ça, c'est qu'on peut vivre à l'extérieur, donc dans notre système de société, à l'extérieur, nos activités, notre quotidien, en étant en méditation. Et si on fermait les yeux pour méditer, on ne pourrait pas marcher, aller au travail les yeux fermés en conscience. On ne pourrait pas méditer les yeux fermés dans nos propres activités. Donc il y a quand même un bénéfice à ça, c'est qu'on peut voir les choses et prendre conscience de ces choses-là. Or, peut-être la seule difficulté, c'est de ne pas laisser notre mental choisir la direction d'ouverture de nos sens. C'est-à-dire ce qui est agréable, eh bien on va tourner la direction de nos yeux vers ce qui est agréable. Et ce qui est désagréable, on ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'on peut garder les yeux ouverts, sauf que le mental, il va choisir. Et c'est la seule difficulté quand on pratique la méditation à l'extérieur, c'est que le mental va choisir
Il va choisir en fonction de ce qu'on aime, de ce qui est agréable pour nous, ce qui est confortable pour nous. Donc on ne pourra pas, à ce moment-là, méditer sur tout. Hein? Donc c'est pour ça que dans notre méditation formelle, nous devons aussi méditer sur ce qui nous dérange, ce qui nous perturbe. Au moins, on se prépare. Et vous préparez pour pouvoir faire face dehors. Et ça, c'est une ouverture bénéfique, en fait, de la méditation. Au moins, on pourrait dire, je peux méditer avec n'importe quel objet de méditation. Mon mental ne va pas choisir ma méditation, ne va pas choisir mon objet de méditation, ne va pas choisir le lieu où je vais méditer, ou les personnes avec qui je vais méditer. Et le temps, c'est-à-dire le moment où je vais méditer. Donc c'est ça le vrai bénéfice de cette forme de méditation, c'est que le mental, lui, il n'a plus l'emprise sur la direction de la conscience, sur la direction de l'attention. La conscience, elle est un élément où aucun autre élément ne peut l'attraper. Même le mental ne peut pas attraper la conscience. Mais simplement, le mental va flouter la perception, c'est-à-dire cacher la conscience, comme les nuages qui cachent le ciel. Donc si vous laissez le mental développer dans votre pratique des nuages, c'est-à-dire le mental, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous? Mais si vous déclenchez le mental à développer les nuages, eh ben ça va cacher la conscience. C'est pour ça que vous ne pourrez pas voir à ce moment-là ce qui est à travers les nuages. Sauf que vous pouvez voir les nuages avec la conscience. Et c'est ça l'astuce. C'est-à-dire même s'il y a du brouillard, vous prenez conscience du brouillard. Donc vous gardez une ouverture. Mais si vous voulez voir à travers le brouillard, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est dangereux. C'est quand vous voyez le brouillard, eh bien, vous dites, il faut que je fasse attention à ma vitesse, à ma conduite, à ma perception. Oui, c'est parce que vous voyez le brouillard. Mais si vous voulez voir à travers le brouillard, il n'y aura que des images d'interprétation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a peut-être la route qui est droite, donc je peux appuyer sur la pédale. Oui, c'est votre interprétation qui va vous inciter à conduire de telle ou de telle manière. Mais l'interprétation vient du mental. Tandis que la conscience de voir le brouillard ne vient pas du mental. C'est comme le ciel voit les nuages, mais ne voit pas ce qu'il y a en dessous des nuages. Quand on est au-dessus des nuages. Mais quand vous êtes en dessous des nuages, vous ne pouvez pas voir le ciel. Mais vous savez qu'il y a le ciel. Alors peut-être qu'il y a d'autres avions au-dessus. Donc si vous dites « je fonce », peut-être que vous allez toucher un avion. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez le ciel au-dessus. Donc, c'est pour ça quand nous méditons, on garde les consciences ouvertes, complètement, sans réaction, sans intervention, en fait, du mental. Le mental ne vient pas s'initier à nos perceptions. Et c'est ça, c'est tout l'aspect fondamental de la pratique enseignée par le Bouddha. Et c'est pour ça qu'on appelle à ce moment-là cette vision pénétrante qui pénètre à l'intérieur, en fait, de ces nuages, pour voir les schémas de ces nuages. Et ça, c'est
c'est la pratique qui va nous aider réellement à voir comment fonctionnent nos schémas. Vous voyez, on est toujours à l'envers de cette perception de nos schémas. Quand il y a des choses qui se passent dans notre vie, qu'on rencontre des situations, c'est pas notre schéma qu'on regarde, c'est le schéma qui est à l'extérieur. C'est le schéma des autres qu'on regarde. Et donc on voit que notre méditation, elle n'est pas réglée correctement. On prend l'attention et on pointe notre attention sur le fonctionnement des autres. Et c'est pour ça qu'on dit que l'attention n'est pas juste. Parce qu'une attention juste, c'est une attention qui pénètre à l'intérieur de soi pour voir comment je fonctionne face à la situation. Et donc il y a ces aspects-là qu'il faut réajuster dans notre pratique méditative. Donc au-delà de cette perception, on peut se laisser facilement emporter par tous ces courants de perception, par nos consciences, et être perturbé, et rentrer vraiment dans le courant des nuages. Donc c'est pour ça que des fois, on dit, il faut que je revienne dans une attention qui soit juste, et une attention qui s'agrippe à un mouvement qui est juste, un mouvement qui démonte en fait les perturbations. C'est ça qu'on médite sur la respiration, c'est ce qu'on appelle les 4 formes d'attention juste, voilà, sur le corps, sur la respiration, sur les phénomènes, sur la nature de l'esprit. Donc ça, c'est toute la structure que le Bouddha avait enseignée sur ces 4 attentions méditatives. Donc on va reprendre la posture, là on va méditer, poser la conscience sur notre mouvement respiratoire, ce qui pourrait nous aider lorsque nous sommes très agités intérieurement, au niveau du mental, des fois on est très agité, donc on va s'aider en fait de notre respiration et poser notre conscience sur notre respiration. De douleur dans la posture, est-ce que vous arrivez à supporter la posture, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être dans cette posture, ça peut être déstabilisant jusqu'à un certain moment. Après vous changez de posture, vous n'arrivez plus à remettre la posture comme il faut. Donc c'est à vous aussi d'observer que votre corps n'a pas encore cette souplesse de maintenir cette posture de méditation. Donc il faut à ce moment-là vous dire qu'il faut s'entraîner. L'objectif de ce travail-là, c'est l'entraînement nous transforme. C'est-à-dire prendre en quelque sorte des bonnes habitudes. On a des habitudes de vie depuis qu'on s'est ouvert à ce monde. On a pris des habitudes, des postures psychologiques, des postures physiques, des postures énergétiques. On a pris ces postures-là et après on s'est habitué à vivre avec ces postures. Même on s'est entraîné à vivre dans ces postures-là. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'habitue à se mettre dans ces postures ? À votre avis ?
vous avez des habitudes au quotidien. Ce sont des postures. Vous levez à 7 heures du matin, vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures du matin pour aller au travail, ce sont des postures. Donc dites-vous, pourquoi est-ce que vous prenez cette habitude? Est-ce que cette habitude, c'est une habitude bénéfique pour vous, confortable pour vous? La plupart du temps, c'est confortable. C'est pour ça qu'on prend ces habitudes. Si c'est inconfortable, on ne va pas garder ces habitudes-là. Donc, la logique fait qu'on prend des habitudes. Les habitudes, c'est au niveau mental, au niveau sensation et au niveau énergétique. Ouais. Mental, au début, vous n'avez pas l'intention de sortir. Et puis, on va vous attirer, on va attirer votre attention pour sortir. Vous allez sortir, et ça vous semble agréable de sortir. Que ce soit dans la nature, vous promenez, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit pour un repas. Et vous voyez que c'est agréable de sortir. Et donc, intérieurement, vous avez l'intention de ressortir. Donc des fois, encore une fois, on va vous attirer dans un courant, parce qu'on vous voit sourire quand vous êtes sorti avec ces personnes-là. Donc comme on vous voit heureux, on dit ça fonctionne. Donc on va lui proposer de sortir à nouveau. Et petit à petit, vous êtes formaté intérieurement, jusqu'au moment où vous allez vous dire « Je suis indépendant. C'est moi qui décide de partir, de sortir à ce moment-là. » Donc vous allez sortir. Et comme ça vous fait du bien, vous allez inciter les autres aussi, qui ne connaissent pas ces types de sorties, à sortir avec vous. En fin de compte, vous donnez vos propres habitudes aux autres. Et les autres vont construire vos propres habitudes. Et je ne sais pas si c'est bien au niveau sagesse ou c'est bien que au niveau mondain, au niveau de vous-même en tant que personne, au niveau de vos sensations. Mais parfois, il y a des habitudes au niveau sagesse, ça n'a pas de sens. Donc, ces habitudes-là, dans le bouddhisme, on dit qu'il faut changer. Et vous savez que changer des habitudes que vous avez ancrées en vous, ça demande énormément de temps. Comme les personnes qui méditent pour la première fois. Vous trouvez ça agréable, peut-être, je ne sais pas. Pour la première fois que vous méditez, en collectivité, en groupe, vous pensez que c'est agréable. Jusqu'au moment où peut-être que ça ne marche pas. Vous n'arrivez plus à avancer, évoluer. Est-ce que vous allez continuer? Ou est-ce que vous allez vous dire, c'est plus pour moi? Pourtant, on vous explique sous différents angles que c'est très bénéfique, que c'est une bonne nourriture pour votre intérieur, pour votre psychologie, pour votre sagesse. On vous explique ça. Mais on voit que quand on change des habitudes de vie, les nouveautés, ça nous fait toujours, ça nous rend toujours heureux. Quand vous rencontrez pour la première fois une personne, ça vous rend heureux. Mais quand vous vivez avec cette personne dans la durée, est-ce que ça vous rend toujours heureux? Vous voyez, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que la nouveauté nous rend heureux parce que c'est une nouveauté qui est en accord avec nous-mêmes. Parce que si c'est une nouveauté en désaccord, on ne va pas récupérer cette nouveauté. C'est parce que c'est en accord. Mais voyez que cette nouveauté, elle est en accord que de manière superficielle, qu'à la surface. C'est pour ça, l'apparence.
Tu es trop beau, tu es trop belle, tu es tout gentil, tu es toujours au service de ce que j'ai besoin. Vous voyez, ça c'est que l'apparence, c'est que la surface. Et quand vous vivez avec la personne, c'est plus à la surface. Hein, vous voyez qu'il ne fait pas la vaisselle, il ne fait pas son lit. C'est ça qui nous manque. C'est cette compréhension intérieure, authentique en fait de la personne qui nous manque. Et c'est ça que le Bouddha voulait faire comprendre. Nous aussi, nous avons des habitudes. Peut-être que cette personne, au début, ne voit pas nos habitudes. Il voit que l'aspect, en fait, extérieur de soi-même. Hein, quand vous rentrez dans une relation, vous surveillez vous. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Avant, je disais des gros mots. Là, il ne faut pas que je dise. Je vois que c'est quelqu'un qui est correct. Vous voyez, il ne faut pas que je montre ce côté névrosé de moi-même. Mes défauts. Il faut que je cache ça. Parce que je ne veux pas perdre cette personne. Et voyez, mais tout ce qui est au fond va ressortir à un moment donné. C'est cet aspect qu'il faut regarder en nous et transformer, changer ces habitudes-là, ces schémas-là. Et dans le bouddhisme, c'est assez clair par rapport à ça. Et qu'on vous dit, dans certaines pratiques, on dit le matin quand vous réveillez, vous avez l'habitude voilà, de vous réveiller, de traîner la patte, d'aller faire votre toilette, prendre petit déjeuner ou pas prendre petit déjeuner, vous allez au travail, puis une situation arrive, ça vous bouscule de l'intérieur, vous êtes en émotion, vous laissez parler votre émotion, et vous pouvez devenir violent aussi. Ça, c'est une habitude qu'on peut ancrer en nous. C'est pour ça qu'on programme nos habitudes et on se laisse emporter par ce mouvement-là. Mais si le matin vous réveillez, vous dites « Je suis reconnaissant à la vie, à mon patron, je sais qu'il va me crier dessus, je suis reconnaissant. Il va m'apprendre la patience. Et je sais que quand j'ouvre mes yeux, la vie continue et il y a des portes qui vont s'ouvrir, des conditions, des situations qui vont s'ouvrir. Mais vous partez d'un bon pied au départ. Dans le bouddhisme, on a combien de reconnaissance ? 4. Reconnaître, être reconnaissant, c'est-à-dire développer cette gratitude vis-à-vis de nos parents, même s'ils ne sont plus là. Vous développez la gratitude. Mais vous réveillez le matin, vous êtes rempli de gratitude vis-à-vis de ces êtres, de ces personnes qui vous ont apporté aujourd'hui la vie. Ah, vous êtes heureux de prendre conscience de ça, de reconnaître que vous êtes ici, c'est pas par hasard. Que vous êtes issu d'une lignée d'êtres et que c'est grâce à ces personnes-là que vous êtes là. Voire même aller beaucoup plus loin que ça. Peut-être dans une des vies, vous êtes un animal. Et grâce à ces êtres, ces animaux, eh bien, vous êtes aujourd'hui ici. Mais ça vous rend heureux de voir ça. Peut-être que vous serez ému de voir ça. Sans compter les personnes qui vous enseignent, vos professeurs, vos maîtres, ceux qui vous enseignent, non pas forcément par la parole, par des situations, par une posture. Ben, vous devez être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'ils vous ont amené une condition qui vous a permis de comprendre chez vous ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer
Donc c'est une vraie reconnaissance. Et c'est la deuxième forme de reconnaissance. La troisième, c'est toutes les personnes qui vous ont accueilli aujourd'hui dans ce monde. Voilà. Votre patron, vos amis, la nature. Ces éléments vous permettent de vivre. Et vous devez être reconnaissant. Et développer une reconnaissance dès qu'on se réveille le matin, c'est une bonne habitude. C'est une bonne manière, en fait, de se connecter à ce qui est juste. Et la reconnaissance vis-à-vis de tous vos ennemis. Pourquoi on doit être reconnaissant vis-à-vis de nos ennemis ? Toutes les personnes qui nous ont fait des crasses, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont volé notre travail, qui ont volé notre mari, toutes ces personnes-là, parce qu'ils nous ont appris à faire face à la réalité. C'est une réalité de fonctionnement. Ils nous apportent en fait des situations où on doit se dire « je dois travailler sur moi, je dois apprendre à lâcher prise, je dois apprendre à être fort intérieurement ». Et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant vis-à-vis de toutes ces personnes. Vous voyez, c'est ce que le Bouddha a enseigné par rapport à cette ouverture de reconnaissance pour changer nos habitudes de vie. Vivre, c'est vivre avec du sens. Et quand nous vivons dans le monde, on voit que quand nos habitudes nous prennent dans le monde, c'est le sens du monde. Mais ce n'est pas le sens de la vie. Et donc c'est ça qu'on doit rencontrer dans nos propres habitudes de vie. Une autre habitude que vous pouvez instaurer, c'est méditer quand vous réveillez le matin. Prenez 5 minutes pour vous poser. Vous savez que vous êtes en train de manger de la bonne nourriture. Imaginez votre petit déjeuner, c'est votre méditation. Vous posez, je prends mon petit déjeuner. Au moins, vous savez que la journée va s'ouvrir avec cet état. Même si vous savez que vous allez affronter des situations qui pourraient être très compliquées pour vous, qui pourraient être un combat pour vous. Mais vous ouvrez la journée avec cette prise de conscience. Oui, c'est tout l'aspect, en fait, de la pratique. Je ne sais pas si c'est compliqué. Vous brossez les dents 3 minutes, vous méditez 5 minutes. C'est le temps pour dire « je suis bien ». Et que mes dents sont bien aussi. Donc vous avez différents types d'habitudes que vous pouvez changer, mais il faut s'entraîner. C'est ça qui est génial dans ce qui est enseigné par le Bouddha, c'est qu'on peut tout changer, tout transformer, tout changer. Même nos caractères les plus pourris, on pourrait dire comme ça, on pourrait changer ça aussi. Changer quelqu'un de mauvais en quelqu'un de bon. Vous êtes égoïste à 100%, eh bien, vous pouvez changer ça. Être plus ouvert, plus bienveillant, ne plus faire souffrir les autres, ou bien aider les autres à se libérer de la souffrance. Œuvrer pour le bonheur des autres, et œuvrer aussi pour libérer les autres de la souffrance. Oui, c'est une habitude
au niveau qualité. Mais ces habitudes de qualité nous aident réellement à cheminer de l'intérieur. Vous pourrez aussi lister tous les points que vous avez vécus dans cette journée, de positifs. Pas de négatifs, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Il ne faut pas s'attacher aux choses qui ne sont pas utiles pour nous par rapport à notre bien-être. Donc on peut mettre de côté et puis prendre conscience de ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour les autres aujourd'hui? J'ai médité, j'ai dédicacé, j'ai ouvert la porte à une personne. Et là, je ne me suis pas énervé. C'est tous ces aspects-là qu'on doit cibler. Et je pense que c'est une habitude qu'on peut prendre en compte dans notre manière de vivre. Le bouddhisme peut être un mode de vie. Des fois, on entend parler en fait, du bouddhisme comme un mode de vie. Mais en fait, on change notre manière de vivre. Et pourrait essayer ça. C'est une réelle transformation. Je ne sais pas parmi vous combien il y en a qui ont pris refuge, mais je pense qu'il y en a pas mal ici qui ont pris refuge. Alors quand on prend refuge, on se met l'étiquette de bouddhiste. Alors souvent on entend parler dans le bouddhisme, il n'y a pas besoin d'étiquette. Si vous êtes bouddhiste et que vous ne respectez pas ce qui est enseigné, est-ce que vous êtes toujours bouddhiste? On se le dit, comment on peut se considérer bouddhiste? Comme si on se considère être humain. Comment on peut se considérer être humain? Quelqu'un de violent? Quelqu'un de non-violent? Quelqu'un d'égoïste? Est-ce qu'un être humain peut se considérer comme ça? Vous voyez, vous pouvez vous considérer vous, et regardez vos postures, regardez vos états, est-ce que c'est en accord avec cette définition d'être humain? Alors si vous vous donnez, vous, cet habit de bouddhiste, qu'est-ce que vous devez respecter? Alors, les personnes bouddhistes, qu'est-ce qu'on doit respecter? Oui. Les préceptes, la discipline. Avoir une discipline de vie, c'est ça, changer nos habitudes. Oui. Avant, j'utilisais une parole qui n'est pas du tout comme il faut, enfin, une parole qui n'est pas adaptée. Quand je veux changer ces habitudes, j'ai changé ma manière de dire les choses. Avant, j'étais impatient, ça m'énerve. Intérieurement, je me rends violent. Donc, vous allez dire, je dois appliquer les préceptes. Dans les préceptes, il ne faut pas faire ceci, cela. Donc, je dois respecter les préceptes. Donc, il y a une discipline. Une discipline, c'est je ne regrette pas ce que je fais. Parce que si je respecte la discipline, il y a cette barrière utile pour moi, pour éviter de générer des mauvais karmas. Si je ne respecte pas ces types d'actions, eh bien, j'aurai forcément des mauvais fruits. Et donc, je vais regretter parce que je souffre aujourd'hui. Et quand on veut éviter de faire du mal à quelqu'un, mais on le fait, on sait qu'on le fait. Mais parfois, en le faisant, on ne sait pas quelles sont les conséquences derrière. Mais si on prenait vraiment conscience de ça, peut-être que la conséquence est beaucoup plus lourde que l'action qu'on a réalisée. Si on n'a pas l'intention, mais on a l'action. Donc il y a quand même les fruits. Il y a quand même les fruits. Mais ces fruits-là vont tomber sans qu'on comprenne pourquoi ils tombent. C'est ça, l'ignorance. Mais
Mais si on a l'intention, les fruits vont tomber, on saura pourquoi. La différence, elle est là. Donc, si vous savez que les fruits pèsent beaucoup plus lourd que la graine que vous avez plantée, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, vous allez réfléchir. Parce que quand vous avez posé la graine, il y a tout le processus derrière qui va s'activer. Et donc vous allez recevoir les fruits. Et peut-être que quand il y a trop de fruits, vous êtes submergé, inondé, voire noyé par ces fruits-là. Et peut-être que vous allez juste prendre conscience que vous regrettez. Mais c'est comme quelqu'un qui dit je décide de couper cette relation et derrière, je regrette. J'ai fait une action et je regrette. Et c'est comme quelqu'un aussi, des fois on voit, qui dit sous l'emprise de la colère, je démissionne. Et puis je pose ma dème et je rentre chez moi et je réfléchis. Ah, j'aurais pas dû. Que vont dire ma famille? Que va dire ma famille? Comment je vais subvenir aux besoins? Oui, ça, on voit bien que c'est sous l'emprise d'un état émotionnel. On ne peut pas dire que la responsabilité vient de l'émotion. Mais là, quand c'est réfléchi, c'est conscient, c'est posé, c'est acté, voilà, il y a tout un processus derrière, hein, ça nous donne tout un espace où on décide par nous-mêmes. Eh bien là, il y a une responsabilité par rapport à notre décision. Tandis que quand l'émotion frappe, c'est pas nous qui décidons. Il y a cette différence là. Et donc quand on décide, dans la logique, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. On voit les fruits qu'on va récolter, c'est-à-dire je vais être au chômage, je vais galérer financièrement et tout ça, mais j'en suis responsable. Tout à fait. Donc c'est un chemin que je prends. Ça peut être considéré comme un nettoyage de karma ou pas? Non. Ça dépend. Ça dépend si il y a de l'impatience dedans. Parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si on décide et que c'est pas le moment, il y a le fruit qui n'est pas mûr et on l'attrape quand même. Les résultats sont là, mais c'était pas le moment de valider le karma. En fait, le karma se valide de manière très naturelle. Mais si on force le karma à valider, c'est-à-dire qu'on est impatient, on veut vite que les choses se terminent, même si on le décide de le faire, c'est même pas l'émotion, on le décide, il y a un désir, une volonté de casser cette rupture, eh bien, le fruit, il n'est pas mûr. On a forcé, c'est comme si vous mettez du produit pour avoir vite les fruits, quoi. Vous voyez, les pommes, etc., vont pousser naturellement, et vous mettez des produits dedans pour que ça pousse plus vite. Et bien, le karma du fruit, il n'est pas à terme naturellement. Il y a un forcing. Et parfois, dans nos situations de vie, c'est pareil. Il y a des choses qu'on doit traverser, mais qu'on doit laisser parce qu'on devait traverser ce moment-là. Mais on ne doit pas quitter ni dévier ce moment-là. Donc en fait, tu fais rien, tu quittes pas ton boulot. Il y a un moment, c'est un passage. Tu quittes pas ta relation. Il y a un moment, elle va se quitter toute seule. Oui, en fait. oui. Et là, c'est le fruit, il est mûr, quoi. Voilà, quand les choses se séparent, il n'y a pas de souffrance. Si les choses se séparent et qu'il y a souffrance, c'est que c'est pas le moment. Et des fois, on rencontre des personnes dans une relation qui disent on va décider de se quitter. Voilà, c'est à l'amiable, on va discuter, on s'est compris, il n'y a pas de vengeance, ni de haine, ni de colère, ni quoi que ce soit. C'est une décision qui a mûri entre les deux personnes.
Puis après, aussi, il faut voir si on a des enfants ou non. Si on n'a pas d'enfants, ça pose pas de problème, mais quand il y a des enfants, il y a un autre karma qui rentre en compte de tout ça. Donc il faut voir aussi si ces êtres-là, ces personnes-là, ces enfants-là, sont aussi en accord avec cette décision. Parce que le processus karmique, il est collectif à ce moment-là. Il n'est pas individuel. C'est pas moi qui décide, c'est mon karma, et puis la personne, elle va gérer son karma, elle en souffre, etc. Non, si on fait ça, on n'a rien validé, quoi que ce soit. Par contre, on génère plus loin des liens avec ces êtres-là à nouveau, et le karma aura mûri, donc c'est beaucoup plus mûr, donc c'est beaucoup plus puissant au niveau du goût dans la relation. Et donc, à ce moment-là, la souffrance, elle est encore beaucoup plus intense dans la relation. Mais là, la rupture, ce ne sera pas possible. Parce qu'il y a des nœuds qu'on a générés avant qui deviennent très forts à ce moment-là. Donc, pour couper ce nœud, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on doit y réfléchir avant. Hein, dire que je suis bien, on va voir la personne, on va discuter avec la personne. Si elle est OK, pas OK, si j'ai des enfants, je vais discuter avec mes enfants. C'est quelque chose de collectif. On ne peut pas prendre une décision personnelle parce qu'on n'arrive pas à supporter la situation, donc on va prendre de manière personnelle. Donc, si on l'a fait, déjà on l'a fait, eh bien, on doit changer de posture. Il y a toujours un moyen pour alléger. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire du poignet de sel. Je ne sais pas si vous... Voilà, c'est le karma, c'est ce poignet de sel. Vous voyez, vous mettez dans ce bol-là, vous mettez de l'eau, c'est très salé. Vous ne pouvez pas boire. C'est ça qu'on refuse quand c'est trop salé dans la relation. Il vaut mieux une relation sucrée. Doux, sucré. Donc, quand c'est trop salé, soit vous refusez, c'est pas mon sel, c'est pas mon bol, c'est à l'autre. C'est comme ça qu'on déporte nos responsabilités, on déporte notre karma sur les autres. Soit vous dites, c'est mon poignet de sel, c'est ma poignée de sel, ce sel-là, au lieu de mettre dans ce bol, je vais mettre dans un océan du même type d'eau. C'est plus le même goût. Vous voyez ? Pourtant, c'est le même type de karma. Donc, ce qui veut dire qu'intérieurement, quand on parle de l'eau, ici, de l'océan, on parle de l'ouverture. C'est-à-dire, quand il y a un manque d'ouverture, quand nous sommes dans l'émotion, tout se ferme. L'émotion verrouille. Et c'est pour ça que la tension se développe de plus en plus, parce que tout est verrouillé. Et donc, l'objectif ici, alors ça c'est très compliqué dans la pratique, c'est être dans la bienveillance. Vous voyez, tout de suite, vous dites, je sors la bienveillance. Vous appliquez la bienveillance vis-à-vis de ces personnes-là. Mais c'est très compliqué. Ces personnes vous détestent, vous détestez ces personnes, vous dites, je suis bienveillant. Mais c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à supporter ces situations, on fuit plutôt que de rester face à ces personnes-là. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on dit que être avec des personnes qu'on n'aime pas, c'est une vraie souffrance. Oui, dans les 8 souffrances universelles dans le bouddhisme, il y a cette souffrance. C'est cohabiter, habiter avec des êtres qu'on n'aime pas, c'est une vraie souffrance. Et l'autre, il est dans sa chambre, l'autre, il est sur le canapé, c'est sans arrêt comme ça, le jour et la nuit. Et quand vous croisez, ça vous ronge de l'intérieur. C'est une vraie souffrance. Donc le Bouddha, il disait, ça, c'est vos schémas habituels, en fin de compte, vous fonctionnez comme ça. C'est vos propres schémas. Donc maintenant que vous savez que vous fonctionnez comme ça, il faut maintenant changer ça. Mettez un autre schéma à la place. Pour ça qu'on dit qu'un champ
qui est animé de mauvaises herbes, et c'est comme si intérieurement vous n'avez que des mauvaises herbes. Et bien maintenant, vous allez planter des fleurs sur ce champ-là. Et il y a moins d'espace pour les mauvaises herbes, parce que les fleurs vont prendre de l'espace. Donc quand vous grainez la compassion, la bienveillance, eh bien, vous mettez de côté ces mauvaises herbes. Parce qu'il y en a qui vont enlever. Donc ça, c'est plus difficile, parce qu'il faut enlever tous les mauvaises herbes, puis poser les fleurs. Mais là, on pose les fleurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez des jardins chez vous, ou des plantes de fruitiers, des arbres fruitiers. Hein, vous avez peut-être un pommier, vous avez un pommier là, vous avez les racines du pommier, et vous plantez à côté un manguier. Hein, vous plantez, ou un citronnier. Un citronnier, il n'y a plus de l'acidité. À côté, donc les racines vont se toucher. Ben, vous voyez, ça transforme. L'acidité va rentrer dans les racines du pommier. Et puis les pommes vont être un peu plus acides. Peut-être la couleur va changer. Peut-être. Mais on voit que c'est possible de transformer de l'intérieur. Et ça, c'est toute une stratégie très habile, en fait, des bodhisattvas. C'est pour ça que quand on se met dans la posture du bodhisattva, ben on voit quelles racines poussent chez cette personne. Quand je parle de racines, je parle de karma. Mais on ne va pas utiliser ces racines. On va lui donner d'autres racines. Et cette personne va planter ces graines-là, ces nouvelles racines, à côté de son arbre karmique. Et les choses vont se transformer petit à petit. Et ça, c'est tout cet aspect de transformation qu'on parle dans le bouddhisme. Donc, par rapport aux décisions qu'on a, eh bien, on doit, nous, voir si c'est le moment ou non. Alors, pour voir si c'est le moment, comment on fait ? Comment on fait si on veut voir si c'est le moment ou non de poser notre dème ? C'est ça le problème. Oui, mais surtout par rapport à ce que tu disais, par rapport aux fameux fruits, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, mais quand est-ce que tu sais si tu changes de voiture, si tu déménages, si tu changes de travail ? En fait, pour pouvoir voir si c'est le moment ou non, il faut voir plus largement que ça. Parce que nous, on regarde que notre posture au niveau de notre travail. Mais on doit voir aussi l'impact de notre décision sur notre famille, sur tout ce qui côtoie en fait notre travail. Et c'est ça l'enjeu. C'est que si tout le monde est content lorsqu'on décide d'agir, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un impact sur payer notre loyer, par exemple, ou subvenir aux besoins de nos enfants, de notre famille, eh bien, c'est pas encore le moment. Parce que ça impacte d'autres êtres, ça impacte d'autres états. Donc il faut voir à ce moment-là, c'est là la sagesse. C'est pour ça que dans le processus d'avoir cette étiquette de bouddhiste, donc il y a la discipline. Discipline, c'est purifier nos actes. C'est-à-dire ne plus générer du karma lourd. C'est ça la discipline. Après, vous passez par la phase de calme. C'est ce qu'on appelle aussi la paix intérieure. Donc ce calme est généré par l'outil de la méditation. Quand on a ce calme intérieur, eh ben notre perception est beaucoup plus claire. Et donc quand notre perception est claire, eh bien on a cette première phase d'écoute de la sagesse. C'est ce qu'on appelle le premier niveau de sagesse, c'est l'écoute. C'est pour ça que quand on étudie les enseignements, ben c'est la première phase d'écoute de l'enseignement. C'est ce qu'on appelle la première phase de sagesse.
Surtout quand vous écoutez des choses qui sont en lien avec la logique de phénomènes, de fonctionnement, eh bien, c'est la première phase. Et après, vous avez la deuxième phase de sagesse, qui est le reflet du monde. Mais nous, comme on ne voit pas que le monde, c'est notre reflet, eh bien, on perd cette phase de sagesse-là, cette deuxième étape de sagesse. On appelle ça la sagesse réflective. C'est une réflexion. C'est pour ça que quand nous réfléchissons, quand on parle de réflexion dans le bouddhisme, on doit réfléchir sur la réalité des phénomènes. Sur quelqu'un qui est énervé, face à nous, la réalité des phénomènes, c'est ce qui se passe face à nous. Mais on ne doit pas s'énerver. Et on doit voir aussi que ce reflet du monde, c'est ce que nous projetons intérieurement. Nous projetons la colère. La colère se renvoie, c'est ça la réflexion. Et ça, c'est le deuxième niveau de sagesse qu'on a, qui n'est pas forcément la sagesse qu'on parle dans le bouddhisme, ultime. Et il y a un troisième niveau de sagesse, c'est la sagesse à travers l'expérience. Quand vous expérimentez, vous devez poser sans arrêt votre conscience partout dans l'expérience et poser la logique entre chaque instant. Vous voyez, il y a un processus de situation qui s'enclenche, mais bon, vous avez ce processus qui est découpé en instants et c'est comme des morceaux de puzzle qui sont reliés entre eux. Quand vous posez correctement la conscience, les morceaux rentrent correctement. Et quand les morceaux rentrent correctement, c'est ce qu'on appelle la sagesse ultime, à travers l'expérience. Donc vous avez ces trois niveaux, c'est pour ça que quand nous méditons, on a juste un niveau de sagesse. La méditation, c'est juste ce reflet-là qu'on a. Quand on prend conscience du monde extérieur, ça se reflète ici. C'est pour ça que quand on est face à une situation, il faut que ça se reflète ici et regardez ici. On médite sur nos états à ce moment-là. Donc, la dernière phase, la dernière étape de sagesse regroupe les deux autres. Donc, s'il manque un des deux, eh bien, la troisième étape de sagesse ne peut pas se faire. Et on voit comment le Bouddha a mis en place ça. C'est pour ça qu'il a enseigné. Enseigner, c'est la première phase de sagesse. Et après, il disait à ses disciples de méditer. Méditer, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire voir ses émotions, à chaque situation, voir ses émotions, voir ce qui se passe ici. Et la troisième phase, c'est l'expérience qu'ils vont vivre à travers les enseignements qu'ils ont reçus. Et ça, c'est la sagesse ultime. Donc, lorsque nous nous considérons comme un pratiquant de la voie de l'éveil, eh bien, on doit avoir ces trois niveaux qu'on appelle aussi, en sanskrit, sila. Sila, c'est discipline. Samadhi, donc c'est ce côté concentration, en fait, cette paix intérieure. Et prajna, qui est la sagesse. C'est les trois niveaux de sagesse. Le prajna paramita, c'est le paramita de la sagesse. Donc on pratique ces trois niveaux pour tout simplement enlever toutes les couches qu'on a développées au cours de notre vie présente, mais aussi dans les vies passées, pour comprendre notre karma, par exemple, qu'on soit éclairé à ce moment-là, dans nos décisions, et tout ça, ça fait l'aspect fondamental en fait de la pratique, les trois bases qu'on appelle les trois bases, les trois niveaux en fait de la pratique dans le bouddhisme. C'est là que le Bouddha avait enseigné en fait nos postures intérieures par rapport à nos schémas de pensée. Vous savez que quand vous êtes en conflit
avec une situation ou avec des personnes, bien, il y a des pensées qui se développent. Souvent, ce sont des pensées qui sont négatives. Et ça, la souffrance, voilà, des pensées négatives. Quand vous nourrissez ces pensées négatives, ben forcément, il y a un processus karmique qui va s'enclencher derrière. Donc vous allez refléter ces pensées, vous allez projeter ces pensées extérieurement, sur vous aussi, mais extérieurement. Pour ça, des fois, la violence s'enclenche par ces processus-là. Quand vous parlez de violence vis-à-vis de vous-même, des moments où on se fait nous-mêmes violence. Quand vous vous mettez à développer la haine, par exemple, eh bien, vous faites violence à vous-même. Sans parler d'une violence dans le monde, c'est-à-dire physique. Mais ça, c'est l'aspect qui se reflète, en fait, de cette violence intérieure. Donc, quand vous avez des mauvaises pensées, le Bouddha avait expliqué différentes manières de transformer ça. Alors, quand on parle de pensée négative, il disait, la première marche que vous pourrez mettre en place, c'est de vous dévier vers des pensées positives. Donc souvent on le fait, quand on est un peu négatif intérieurement, ben on va chercher des choses saines, des pensées saines, et on essaye de diriger notre attention vers ces pensées-là. Ça peut nous aider. Mais ça ne marche pas tout le temps. Quand ça revient à nouveau, le Bouddha a expliqué, il y a une deuxième marche, c'est regarder et comprendre les conséquences de ces pensées. C'est-à-dire, il y a une phase de sagesse, une phase d'analyse par rapport aux conséquences, la loi de causalité. C'est-à-dire, ce type de pensée, qu'est-ce que ça peut enclencher ? Au niveau verbal, par exemple. Et des fois, on parle, mais assez violemment, quand on a des pensées négatives. Et on se parle aussi à nous-mêmes, des fois. Donc, vous pourrez voir les conséquences et voir si c'est bénéfique pour vous. C'est-à-dire, il y a une phase d'analyse, de prise de conscience sur une analyse logique de phénomènes jusqu'à conclure sur l'utilité ou non de ces conséquences-là pour vous. Donc, vous pouvez vous raisonner. Là, c'est une phase de raisonnement personnel sur dire je ne vais pas avoir ces pensées parce que ça va me mener à tel résultat. Donc, ça, c'est une deuxième marche qu'on peut mettre en place si la première échoue. Alors, imaginez si la deuxième marche échoue. Le Bouddha, il disait, il y a une troisième marche. Donc, la troisième marche, c'est ne pas donner de l'importance à vos pensées. Vous voyez, ces pensées-là, c'est pas important. Ou la situation qui développe ces pensées-là. C'est une attention. Quand vous donnez de l'importance à votre attention sur quelque chose, la chose s'amplifie. Et comme un enfant qui tombe, et il se cogne la tête ou le genou contre le sol, si on porte de l'attention sur lui, il va rester à pleurer, à dire j'ai mal, etc. Vous voyez, donc il amplifie lui-même, en fin de compte, ce qu'il ressent. Et donc c'est pour ça que le Bouddha disait, mais l'attention que vous portez, il faut qu'elle soit juste. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette attention soit ici, parce que ce n'est pas utile. Donc, quand on parlait d'une attention juste, c'est une attention qui est juste par rapport au développement de sagesse, parce qu'une attention juste, c'est une attention qui enclenche derrière l'ouverture vers la sagesse. Et si vous, par exemple, vous prenez la maladie au départ comme une attention. Vous posez votre attention sur la maladie. Mais est-ce que derrière, vous amplifiez pas la maladie ?
ou votre ressenti vis-à-vis de la maladie. Vous voyez? Si l'attention est juste, eh bien, il y a une sagesse qui va dire la maladie, elle n'est pas importante. C'est juste un phénomène qui est ici. Vous voyez, l'attention juste, c'est ça. Mais c'est pas, je pose mon attention sur la maladie et j'amplifie l'état chez moi vis-à-vis de ce lien avec la maladie. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais je la prends quand même en compte dans ma vie. La maladie? Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus dans le déni de la maladie. Elle est là. Par exemple, je mange plus équilibré. Je sais pas, je fais des choses. C'est ça que je veux dire. Parce que... Elle est là, mais on n'en fait pas une histoire. C'est ça, mais Elle est là. On prend bien conscience qu'elle est là. Voilà, mais on n'est pas là pour toujours prendre le microscope et regarder. Des fois, elle est là, puis on pense tout le temps à elle. Ben, vous amplifiez. Quand vous pensez toujours à une personne, ben, la personne dit « Ah, on me regarde ». C'est exactement pareil, en fait. Donc, si vous donnez de moins d'importance, parce qu'une maladie n'a pas le mot important dessus, c'est nous ce qu'on en fait de la maladie. C'est nous qui mettons « c'est important pour moi ». Et quand vous mettez de l'importance, forcément, votre attention va se diriger vers ça. Mais voyez bien que la maladie, c'est ici avec vous et sans plus, ça s'arrête là. Comme quelqu'un qui n'a pas à manger, il ne va pas faire toute une histoire parce qu'il n'a pas à manger aujourd'hui. Ben, je vais dire, j'ai pas à manger. Et alors, qu'est-ce que ça change à ma vie? Ça ne change rien. En fait, c'est ça qu'il faut discerner. Parce que des fois, on ne comprend pas forcément correctement, parce qu'on ne regarde pas l'angle correctement. La maladie, c'est juste un état de sensation ici, par ce qui s'est passé. Peut-être c'est pas notre faute, peut-être c'est notre faute, peut-être qu'il manquait une attention à ce moment-là, mais on doit être détaché. C'est surtout le lâcher-prise qui rend en compte par rapport à ces phénomènes. Peut-être qu'on doit comprendre quelque chose, mais peut-être qu'on ne peut pas comprendre à ce moment-là quelque chose. Et peut-être que toute notre vie, on ne pourra pas comprendre non plus pourquoi on a tel virus. Des fois, c'est comme ça, et des fois, c'est comprendre aussi, c'est le karma. C'est ce virus-là, il est rentré en moi, j'ai aujourd'hui cette maladie, je ne vais pas vivre longtemps. C'est aussi un processus aussi de prise de conscience sur ce qui se passe ici, maintenant. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est notre attitude? Si notre attitude, c'est de dire « ok, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai compris. L'état présent nous permet de construire l'avenir. » Comprendre un processus du passé pour comprendre le fruit du présent, c'est-à-dire l'état du présent, nous peut être un enseignement pour nous par rapport à notre attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme j'ai compris que je suis en conflit avec moi, il ne faut plus que je sois en conflit. Parce que ça déclenche des fois des conditions, des ouvertures de conditions qui déclenchent des situations. Alors, ici, c'est comme ça, mais ça peut être des bonnes conditions, des bonnes situations aussi. Hein, c'est comme si une personne dit, supposons qu'il a plu comme cette nuit. Là, hein, supposons, cette nuit il a plu, et vous dites, aujourd'hui je voudrais aller au temple. Après, vous voyez comment il pleut, comment il y a du vent, etc. Vous dites, non, je préfère rester à la maison. Vous voyez, ça. Mais sans savoir que, peut-être en venant ici, vous allez rencontrer une personne qui va, vous ouvrir vers une compréhension, vous expliquer ceci, cela. Et donc, vous allez vous connecter à cette personne.
Et ça vous aide aussi à vous débloquer sur un processus. Peut-être que c'est comme ça qu'on dit, si vous voulez faire une offrande, venez et faites votre offrande, mais donnez pas l'offrande à votre voisin et dire à votre voisin montez à la pagode pour offrir. Donc quand vous venez ici, vous avez d'autres conditions. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas forcément des situations comme ça peut être des situations très bénéfiques aussi. Hein. Et c'est ça l'ouverture. Et le Bouddha disait que par rapport au karma, cette volonté, cette bonne motivation, cette motivation en fait d'aller pour le bien des êtres, c'est pour votre bien-être, mais c'est aussi pour le bien des personnes qui vous entourent. Parce que si vous êtes bien, vous donnez ça aux autres. Donc c'est aussi pour le bien des êtres. Eh bien, vous êtes en train de conditionner des ouvertures et de faire vos limites du bol quelque chose de plus grand. Vous voyez, juste ça. Et donc, dans le processus de pratique, eh bien, cet état d'esprit nous aide énormément à progresser. C'est un état d'esprit. Qu'on parle de la pratique du bouddhisme et on parle d'une ouverture d'état d'esprit. Donc quelqu'un qui s'ouvre toujours vers les êtres ouvre des conditions d'éveil. Mais si vous ouvrez vers vous-même, c'est-à-dire perso, eh bien vous fermez les conditions. C'est très logique. Il y a des nuages. Est-ce que le soleil dit « je m'en vais » ? Il y a du vent, les arbres ne vont pas fuir. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est que les situations, c'est pas programmé, c'est pas... ils sont pas là hier pour dire « demain, je vais te frapper ». Les situations... Dans la vie, c'est pour ça que le Bouddha disait, la vie c'est une vague, ça monte, ça descend. Des fois ça monte, on est content, des fois ça descend. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va perdre notre joie quand ça descend ? Le soleil brillera tout le temps, même s'il y a la guerre, même s'il y a le tonnerre, même s'il y a des tornades, le soleil sera toujours présent. C'est-à-dire la conscience, la sagesse sera toujours là. La conscience sera toujours là pour voir les choses. Vous voyez ? Donc, quand nous pratiquons, nous devons nous dire, les situations, c'est la sagesse, la vraie sagesse, c'est ça, c'est de dire, les situations, ça ne doit pas changer nos états. Nous sommes heureux. Et on a perdu notre téléphone et on est malheureux. C'est insensé, il n'y a pas de sens à ce moment-là. Donc on doit se dire, le monde extérieur, on ne le maîtrise pas. Les situations, les conditions extérieures, on ne maîtrise pas. Et pourtant, on veut toujours maîtriser. C'est ça le problème. On veut tout maîtriser dans le monde extérieur. C'est pour ça qu'on veut comprendre la science extérieure, on veut comprendre tous les processus, on veut comprendre les autres, la psychologie des autres. Mais notre psychologie, on n'arrive même pas à voir clairement. Le vrai souci de nos habitudes, il se trouve à ce niveau. Et le Bouddha disait, il faut arrêter toujours d'aller et vouloir comprendre l'extérieur. C'est pour ça qu'on confond connaissance et sagesse. La connaissance est inclue, c'est une petite partie de la sagesse. Mais quand on parle de connaissance, on parle toujours de l'extérieur. Connaître l'extérieur. Le Bouddha et le bouddhisme expliquent à l'envers. Il dit il faut connaître l'intérieur. Le soleil est à l'intérieur, les nuages sont à l'intérieur, le ciel est à l'intérieur. Quand vous respirez à l'intérieur. L'oxygène est à l'intérieur. On voit bien que la peau a besoin de lumière. Le soleil, il est avec vous, à l'intérieur.
Et pourquoi est-ce qu'on cherche toujours à l'extérieur? C'est ça qu'on devrait avoir en tête comme question. Pourquoi je cours toujours à l'extérieur? Sans arrêt. Nos souffrances se trouvent à l'intérieur, mais on court quand même à l'extérieur. Et ça, c'est insensé. Quand vous souffrez, c'est ici. C'est ici qu'il faut revenir. C'est ici qu'il faut guérir. On a de la compassion, de la bienveillance vis-à-vis des êtres, mais ce n'est pas nous, ce sont les êtres. Donc on ne peut pas dire que eux, ils vont souffrir, je vais souffrir avec. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On se laisse affecter par la souffrance des êtres. Et comme nous sommes affectés, eh bien, on va pleurer, on est dans l'émotion, qu'on est affecté, et voilà, on est ému, nous sommes émus, et on pleure. La compassion, c'est pas ça. Il y a, c'est nous, c'est notre manière de fonctionner qu'il faut regarder. Il y a un truc qui est pas logique. C'est notre fonctionnement qu'il faut changer. Vous voyez, c'est comme si vous savez que vous attachez aux éléments du monde. Si vous avez une sagesse, vous dites tous les éléments de ce monde changent. Il n'y a rien qui reste fixe. Tout change. Tous les phénomènes extérieurs de ce monde changent sans arrêt. Les montagnes, les arbres, la nature, nous-mêmes, notre corps, tout change. En sachant que ça change, pourquoi est-ce qu'on s'attache à ces éléments? Si vous attachez à des éléments, il faut savoir que ça va changer. Donc l'attachement n'a pas de sens à ce moment-là. C'est ça que quand on a compris ça, la vie, elle est beaucoup plus libre. Libre dans le sens liberté, se libérer. On a moins d'attachements, peut-être des attachements, vous voyez, à ce corps, aux personnes, mais déjà à travailler sur le détachement des objets. Ça n'a pas de sens de s'attacher à des objets. Si vous regardez bien que ça n'a pas de sens, vous verrez que vous allez pleurer pour un objet, vous énerver pour un objet, être jaloux pour un objet, ça n'a pas de sens. Ouais, comme si vous êtes stressé de ne pas avoir de l'argent. Ça n'a pas de sens. Vous faites souffrir pour des objets que vous considérez importants pour votre vie parce que vous dites l'argent peut me nourrir. Mais ça, c'est que la nourriture physique. La nourriture physique, je ne pense pas qu'on en manque. Mais comme on fixe des niveaux de manque, de besoins très hauts, eh bien forcément, on ne peut pas combler ce niveau-là, et donc on va se trouver en manque. Et c'est ça, c'est sans arrêt ce processus qu'on anime intérieurement. Et qu'on n'accepte pas qu'il y a des moments, il y a des passages de vie où on doit traverser des moments qui ne sont pas identiques à avant, qui sont nouveaux aujourd'hui, pas identiques à avant, parce que ça fait partie de l'impermanence, ça fait partie du changement. Et donc il n'y a pas à s'attacher, à faire des nœuds sur ces situations, ces conditions, en sachant que ça change sans arrêt. Ce qui ne change pas chez nous, c'est notre nature. C'est ça qu'il faut s'attacher. Il faut s'attacher à notre nature qui ne change pas. Donc si la nature ne change pas, il n'y a pas besoin de s'attacher. Elle est toujours là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est une logique qu'on ne peut pas contredire. C'est pour
ça, changer nos habitudes, c'est un vrai challenge pour nous. En fait, une habitude, c'est un processus inconscient qui se répète sans arrêt. Si vous répétez un processus en conscience, ce n'est plus une habitude. Et vous répétez sans arrêt la même chose, mais vous êtes en conscience. Là aussi, c'est une habitude à changer dans le processus de transformer nos habitudes. C'est dire, je mange, je prends conscience que je mange. Quand vous prenez conscience que vous mangez, ce n'est plus une habitude. C'est parce qu'il y a une conscience qui est posée. Ça veut dire les instants qui se répètent ne sont plus des répétitions si ces instants sont pris en conscience. Et donc, chaque instant est un nouvel instant, même si cet instant est pareil que l'instant d'avant. Mais c'est un nouvel instant parce qu'il y a un changement de temps et pas un changement de condition. C'est pour ça que quand la conscience se pose, il n'y a plus le passé derrière qui rattrape pour dire « t'as déjà vécu ça ». Oui, la méditation, elle fonctionne comme ça. Donc, nous, on vit derrière, devant et ici. Beaucoup moins ici, d'ailleurs, que derrière et devant. Mais quand vous prenez les 3 temps, vous faites un dessin animé, un mouvement. Parce qu'on joue sur les 3 temps. Mais il n'y a pas de 3 temps, il n'y a qu'un temps. Et d'ailleurs, il ne sait même pas s'il y a vraiment un temps. C'est très bizarre, notre manière de fonctionner. Donc, et c'est ça qui est illogique, qui ne donne pas de sens. Vous vivez le moment présent. Dites pas, je reprends le passé, je vais vivre au présent. Le passé, il est derrière, il n'est plus présent, il n'est plus là. Donc vous allez vivre ce que vous devez vivre maintenant. Vous pouvez construire votre avenir, en planifier, c'est ce qu'on fait, les projets, on planifie. Mais ça aussi, c'est une habitude. Mais une habitude qui est liée à un nœud. On s'attache au futur, au plan de notre futur. Ça aussi, ça ne va pas. On peut planifier demain ce que je vais faire, etc. Mais si ça ne se fait pas, ok. Il n'y a rien d'extraordinaire que ça ne se fasse pas. Mais comme on s'attache à ce qu'on a planifié, il faut que ce soit fait en temps, en heure, au bon moment, dans les bonnes conditions. Et quand ça n'arrive pas, c'est que vous n'acceptez pas que vous êtes imparfait. Préférez être parfait. Ça ne va pas non plus. Personne n'est parfait. Mais on veut que les choses soient parfaites. Voilà, on rentre dans une illusion de phénomène. C'est pour ça qu'on rentre dans une case où ça crée derrière des déséquilibres, parce qu'on rentre dans une illusion, et l'illusion, en fait, peut basculer d'un instant à l'autre, parce qu'à cause de l'impermanence. Et c'est pour ça qu'on est pris dedans, on bascule aussi. Et c'est là, on n'est pas content, on est contrarié, on n'accepte pas, parce que c'est pas en accord avec ce qu'on voudrait. Mais c'est là où il y a des nœuds qu'on a générés, qu'on n'a pas vu qu'on a générés, et qu'on s'est pris par notre propre piège. En fait, on a généré des nœuds et on tombe dedans. Au lieu de dire « Quelle joie, je me suis pris au piège !» On devrait se dire « C'est super, j'ai vu que je suis pris dans mon propre piège. » Oui, comme des chasseurs qui mettent des pièges pour les animaux, et puis sans cette attention juste, ils tombent dans leur propre piège. Nous, on fonctionne comme ça. On peut s'attacher, mais il faut aussi être réaliste. Je peux ouvrir une pensée, une question, c'est une ouverture de chemin, de conditions.
On pourrait vous poser la question, est-ce que je pourrais fonder une famille? Vous pouvez poser. En fait, juste en envoyant cette pensée, vous êtes en train de générer des vibrations pour ouvrir votre chemin. Si le niveau vibratoire est en accord avec le processus, vous avez les conditions. Mais si le niveau vibratoire n'est pas en accord, eh ben, on pourrait vouloir, ça ne marche pas. Il faut que ce soit dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur la vibration dans les pratiques. Lorsqu'on récite, il y a des niveaux vibratoires. Donc, quand on ouvre sur les bons niveaux vibratoires, eh bien, tout se réalise naturellement. Il n'y a même pas besoin de se poser des questions. Pour ça, le Bouddha disait, si vous faites toujours des bonnes actions, ben pourquoi vous avez peur d'avoir des mauvais karmas? C'est pas logique. Faites toujours des bonnes actions. Si vous avez des mauvais fruits qui tombent, c'est qu'il y a un peu avant aussi. Mais vous n'acceptez pas avant. Vous dites, c'est maintenant, je fais que des bonnes actions. Pourquoi j'ai eu des mauvais fruits qui tombent sur moi? C'est parce qu'il y a un manque de sagesse, de dire qu'il y a des fruits qui poussent plus longtemps que d'autres. C'est ça. On oublie toujours, en fait, une partie. Quand on a compris, ben, des fois, on oublie une partie pour élargir notre compréhension. Et c'est pour ça que des fois, on fait des vœux, on fait des souhaits. En fait, c'est des vibrations qu'on envoie. Qu'on fait des dédicaces, etc. C'est pas juste faire parce que le Bouddha ou la tradition dit il faut faire les dédicaces. Non. Qu'on fait des vœux pour les êtres, qu'on se pose, et on le fait avec le cœur. On ne le fait pas avec le mental. Ah ben on m'a dit de faire ça, donc je vais faire ça. Non. On fait vraiment avec une posture quasiment méditative sur la dédicace, sur les vœux qu'on fait pour les êtres. Et c'est ça qui crée toutes ces vibrations pour le monde, pour le déséquilibre des êtres. C'est tout un aspect très authentique, très fondamental de la pratique. Il n'y a pas de barrière, ne mettez pas de barrière. Ça, c'est notre fonctionnement. Dans une relation, il n'y a pas de barrière. Bon, on met une barrière, puis c'est fini. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, c'est une barrière, ici. Mettez, et puis vous n'allez plus parler à la personne. En fait, quand vous ne parlez plus à la personne, vous avez perdu la personne, perdu la relation, perdu les conditions de transmission. En fait, vous avez tout perdu. À cause juste de vous, pas de la situation. En fait, on construit ce qu'on veut ici. C'est ça qui est dangereux. On peut construire une arme ici. Et après, on concrétise l'arme pour tuer. Vous voyez ? On peut construire un poignard, puis on envoie une parole qui est un poignard, et on poignarde la personne. Si c'est tout l'aspect qui se trouve à ce niveau. C'est pour ça que plus on décortique notre fonctionnement, plus on aura de facilité à changer. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux habitudes, il faut la conscience. À l'étape 0, si vous voulez. La première marche, enfin la marche 0, la conscience. Parce que c'est grâce à elle que vous pouvez monter les marches. Il faut expérimenter ce qu'on doit expérimenter, il faut expérimenter ce qu'on n'a pas compris par la sagesse, par l'écoute en fait, par la sagesse mais liée à l'écoute. Si on n'a pas compris, même si on a compris mais on ne veut pas le faire, on ne veut pas expérimenter, ben on comprendra par l'expérience. Ça, c'est toujours comme ça, hein. Qu'on ne comprend pas par ce qui est dit, ben on expérimentera derrière et puis on recevra parfois des coups, parfois la souffrance, les douleurs,
Et peut-être à ce moment-là, on pourra se réveiller et puis dire là, il faut que j'arrête mon fonctionnement qui n'a pas de sens, qui est illogique par rapport à ce que je veux. Et comme ça, je change mes habitudes. Quand il y a des nuages, il y a des nuages. On n'enlève pas. On doit lâcher les nuages. On ne doit pas stopper les nuages. Les nuages arrivent. Il peut être comme ici, là, un peu gris, là, sombre. Il peut y avoir des grondements, des éclairs. Bon, on laisse. Ce sont des nuages, rien d'autre. Si vous résistez, il y aura de la tension. Il faut évacuer quelque part. Hein, comme j'avais expliqué une fois, quand nous souffrons, il y a différentes manières de réagir. Soit on va discuter à une personne qu'on connaît, on déverse tout, quoi. Hop, ça allège un petit peu nos tensions intérieures. Soit on va bousculer la personne, on va envoyer la parole qui détruit. Mais faites-le en conscience. D'accord ? Soit vous préparez le terrain avant. Vous savez qu'en allant là-bas, vous allez rencontrer la personne, elle va vous énerver, vous allez partir en un quart de tour. Vous savez comment vous êtes. Eh bien, vous préparez. Vous dites, demain, je vais être plus fort. Vous le dites simplement. Peut-être que demain, vous ne serez pas du tout plus fort, c'est pas grave. Mais vous le dites. Quand vous le dites, eh ben, il y a une attention qui rentre ici, qui est posée ici. Et que derrière, il y a une forme pour vous de dire « je dois respecter ce que j'ai dit ». Vous voyez, quand vous dites, c'est comme une promesse que vous faites à vous-même, dites « je vais le faire ». Si ça ne réussit pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est le moment où vous ouvrez la porte des conditions. De dire, là, j'ai quand même fait un pas en me disant ça avant, et demain, bon, on verra comment ça va se passer. Vous voyez ? Donc, on peut préparer comme ça, et à force de le dire, de le redire, eh bien, vous verrez que la valise va se remplir petit à petit de ça. Et l'autre schéma, ça va s'écarter. Parce qu'il y a un espace, mais pas illimité pour l'instant. Donc, vous allez mettre ça dans votre valise qui sera utile pour vous et aussi pour la personne. Donc vous entraînez. Mais c'est que l'attention. L'attention, c'est la base de tout. Hein, si vous voulez changer, c'est l'attention. Juste. C'est pour ça que sans cette attention juste, on ne peut pas progresser. Comme quelqu'un qui travaille, si l'attention n'est pas juste, eh bien, il va faire une erreur d'inattention. Quand l'attention est là, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, tout est conditionné par l'attention. L'attention, pose la conscience dessus. Et il n'y a pas d'espace vide, parce que tout est posé. Et il faut essayer. Voilà, vous allez débiter le truc, vous dites à la personne, vous dites clairement, tu restes là, je vais débiter un truc, ça ne va pas te plaire. Dites clairement. Ça, la personne n'est pas choquée. Vous pouvez même dire, prépare-toi. Vous dites, ça, je pense que on peut préparer les personnes psychologiquement à recevoir ce qu'on va envoyer. C'est comme vous avez votre ennemi en face, il y a un combat, vous allez dire à votre ennemi, je vais attaquer dans ce sens-là. Donc fais attention à toi. C'est beaucoup plus sage. En tout cas, ce n'est pas notre intention de détruire la personne à ce moment-là. Parce qu'on l'aide à se protéger. Vous voyez, ce n'est pas une intention. Quand vous aidez une personne à se protéger parce que vous allez envoyer quelque chose, c'est que vous êtes vraiment dans la bienveillance. La bienveillance se trouve à ce moment-là. Ce n'est pas vous, votre personnalité, votre nature, ce n'est pas ça. C'est pas d'envoyer. Votre nature, c'est cette bienveillance, c'est cette compassion, c'est ce respect
de l'autre, c'est votre nature, parce que sinon vous serez toujours ça, comme ça, à faire souffrir les autres à chaque instant de votre vie. C'est pas votre nature. Donc c'est votre émotion, c'est un schéma. Donc c'est pas vous à ce moment-là, c'est le schéma qui vous emporte vers la personne. Voilà. Ok, bon, on va faire la dédicace pour finir. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci.